Pourquoi une structure juridique? Pour éviter en premier lieu les inconvénients de l'indivision, la responsabilité indéfinie et solidaire de chacun des membres, la prise de décision à l'unanimité, qui aboutit vite à un blocage, le droit pour un seul indivisaire, pour ne pas rester dans l'indivision, de provoquer sa dissolution par éventuellement une vente aux enchères. Organiser les relations entre les participants au projet, il s'agit aussi de définir les droits de chacun, part de propriété, de jouissance, privative ou commune, et d'établir les règles de prise de décision et le mode de gestion. Actuellement, c'est le régime de la copropriété qui prévaut, éventuellement complété par une association syndicale libre qui permet de gérer les espaces communs dans un habitat collectif, chacun étant privativement propriétaire de son lieu de vie. Il s'agit aussi de gérer les relations dans le groupe et de gérer les relations avec les personnes extérieures, banquiers, fournisseurs, l'État, les collectivités publiques et d'autres institutions, et ne pas mélanger des activités trop disparates. Le choix de la structure a donc des conséquences sur le mode de relation entre les associés et entre ceux-ci par personne interposée, avec les tiers, les banquiers, fournisseurs, institutions diverses, la façon de financer, l'emprunt que l'on peut demander à un banquier collectivement ou individuellement, le régime fiscal, impôt sur le revenu des personnes physiques ou impôt société, d'où la nécessité de bien identifier au sein du groupe les objectifs, l'usage des lieux, l'activité qu'on entend y exercer, agricole, professionnelle, artisanale, commerciale, la part de propriété individuelle ou commune, le droit d'usage, le degré de solidarité entre les participants, l'ouverture à de nouveaux participants, avec éventuellement des clauses d'agrément ou de cooptation, et faire échec à la spéculation. Les moyens à mettre en place, les capacités financières de chacun, les apports en numéraire, dans le capital, en compte courant, les apports en travail, dits apports en industrie, les emprunts auprès des tiers, tous ces moyens doivent être répertoriés. Les structures actuellement à notre disposition, elles peuvent être classées en deux sortes. Les sociétés d'une part, les associations d'autre part. Et parmi les sociétés, on peut distinguer les sociétés de type civil et les sociétés de type commercial. Dans ces sociétés, le capital est divisé en parts et les parts distribuées aux associés. De nombreuses structures sont à notre disposition, donc allant de la société civile à la société commerciale. Les sociétés civiles, il y a la société civile classique, son capital est divisé en parts, détenues par chacun des associés. Son objet est civil ou professionnel, SCP ou agricole, GFA, SCEA. La gestion est généralement confiée à un ou plusieurs gérants, mais les statuts peuvent prévoir d'autres modes de gestion. Les prises de décision ont lieu selon le mode défini par les statuts ou à défaut à la majorité des parts détenues. La responsabilité financière est indéfinie, mais non solidaire, elle est en proportion des parts détenues par chacun. Le régime fiscal, de principe, est le régime de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, sauf option pour l'impôt société. Il existe en outre d'autres sociétés civiles plus spécialement spécialisées pour la construction, la Société civile immobilière d'attribution, SCIA, c'est une forme particulière de société civile. La propriété des parts donne droit à la propriété ou la jouissance d'un logement défini préalablement par les associés. Deux sortes de SCIA sont à distinguer. La SCIA en propriété, qui a vocation à faire acquérir par les associés individuellement la propriété de son lot, et la SCIA en jouissance, qui procure à chaque associé seulement la jouissance du lot. Elle peut être maintenue indéfiniment, ce qui permet d'y introduire valablement des clauses d'agrément de gestion. Les emprunts de surcroît peuvent être fait individuellement auprès des banquiers, puisque le banquier est rassuré, puisque les parts représentent un droit réel sur le logement qui sera attribué à l'associé. Il existe en outre la Société civile coopérative de construction S3C. Nous pouvons la considérer comme une variante de la SCIA, avec l'ajout d'un fonctionnement coopératif.
Les lots ou maisons sont transférés à chacun des associés par vente, location, accession ou attribution en jouissance. La responsabilité des associés est la même que pour toute société civile. Nous avons maintenant vu les sociétés civiles, nous voyons maintenant les sociétés commerciales. Les sociétés commerciales sont principalement les sociétés anonymes, sociétés par action simplifiée et SARL. Le capital de la société est toujours divisé en parts et attribué aux associés. La responsabilité financière est limitée à leur apport, sauf caution personnelle exigée par le banquier. L'objet est commercial, professionnel ou même civil, et dans ce cas, la société est commerciale par sa forme. La forme de gestion est prévue par la loi, conseil d'administration pour la SA, président pour la SAS, gérant pour la SARL. Les prises de décision sont à la majorité des parts des associés et le régime fiscal est celui de l'impôt société, sauf exception. Les sociétés coopératives, ce sont des structures hybrides, à la fois commerciales mais avec des dispositions qui font penser aux associations. La société ouvrière coopérative de production, DISCOP, elle a une forme de SARL. L'activité est obligatoirement économique, commerciale, industrielle ou de service. Les salariés doivent détenir obligatoirement un pourcentage minimum dans le capital et les décisions sont prises à raison d'1 voix par personne. Le régime fiscal, c'est l'impôt société, mais avec des aménagements très avantageux. La responsabilité financière des associés est limitée. En cas de dissolution, le boni de liquidation doit être dévolu à l'union des SCOP. Il existe en outre comme société coopérative la société coopérative d'intérêt collectif. La forme est celle d'une SA ou d'une SARL. Son objet doit avoir un caractère d'utilité publique et le fonctionnement est à peu près celui d'une SCOP. Pour le reste, 2 possibilités supplémentaires s'y ajoutent. Celui de pouvoir associer une collectivité publique, ce qui est très intéressant pour associer un bailleur social, et l'avantage aussi de pouvoir recevoir des subventions. Les associations maintenant et les structures apparentées, c'est un autre univers. C'est celui des structures sans but lucratif. Vous connaissez l'association classique de la loi de 1901. Les membres de l'association ne détiennent aucun droit de propriété, il n'existe pas de part de capital et lorsque l'association est dissoute, ces biens sont dévolus à une autre association ou à l'État. L'adhésion peut être contrôlée, par contre personne ne peut être tenu de demeurer membre de l'association et si un membre n'accomplit pas ses obligations, la seule sanction est l'exclusion. Le mode de décision, c'est une personne, une voix. La gestion est généralement organisée avec un conseil d'administration, un bureau, un président, avec une certaine souplesse d'aménagement des statuts. Le régime fiscal est en principe très favorable si l'objet de l'association demeure sans but lucratif, elle n'est pas soumise aux impôts commerciaux. Les associations dont l'intérêt général est reconnu peuvent émettre des reçus fiscaux pour la déduction sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Les associations reconnues d'utilité publique, elles bénéficient de prérogatives juridiques plus larges, la possibilité d'agir en justice pour un intérêt qui n'est pas personnel à l'association, et elles peuvent aussi recevoir des legs. Elles nécessitent cependant une demande en préfecture qui débouche sur un arrêté ministériel. D'autres structures dans le secteur associatif, les fondations, elles sont très proches d'une association reconnue d'utilité publique, mais créées par la dévolution d'un capital en numéraire ou en nature. Les fonds de dotation, ils doivent présenter un intérêt général. La création est très simple, elle se fait comme pour une association classique, sans conditions particulières d'agrément, mais permettent de recevoir des legs. En termes de conclusion, je dirais qu'il existe de très nombreuses structures dans l'environnement juridique actuel qui ont des implications diverses et que l'on peut très bien combiner ensemble. Il y a lieu de ne pas éliminer bien sûr la copropriété qui, associée à une association syndicale libre, est un très bon outil pour gérer les espaces communs tout en demeurant propriétaire privativement de son lot. Enfin, chaque éco-projet ou oasis
a sa spécificité et nécessite véritablement une étude particulière pour lui trouver la formule d'organisation la mieux adaptée. Et il ne faut jamais négliger cette étude préalable.